Bonjour à tous, c'est Professeur Missoum. Je vais vous parler aujourd'hui des actualités thérapeutiques de la GEM. Comme vous savez, la GEM, elle peut être primitive ou secondaire. Alors j'attire votre attention que les causes secondaires doivent être recherchées, que les anticorps anti-PLA2R ou les anticorps anti-THSD7A sont positifs ou négatifs. Donc il est impératif de commencer chez un patient d'un certain âge lorsqu'on suspecte un syndrome néphrotique impur d'origine GEM. Dans ce cas, on recherche toujours les causes secondaires. Donc les causes secondaires, comme vous le savez, c'est les tumeurs solides, les maladies de système, dans le lupus, la sarcoïdose, des causes médicamenteuses, des causes infectieuses. Et pour cela, il faut faire un ensemble d'exploration. Donc, il ne faut pas hésiter chez les patients âgés de plus de 50 ans de faire les marqueurs tumoraux et viser les cancers les plus fréquents selon le sexe. Chez l'homme, c'est le poumon et le côlon. Chez la femme, c'est le sein qui est en premier lieu. Donc, les CADICO 2021 proposent cette conduite à tenir. Donc, devant un syndrome néphrotique, on va, impur bien sûr, chez l'adulte, on va d'abord éliminer les causes secondaires et mesurer les PLA2R. S'ils sont absents dans ce cas, on va faire une biopsie parce qu'on n'est pas sûr que ça soit une GEM comme ça, avec la biopsie, on va être fixé. Si les PLA2R sont présents et que le patient a une fonction rénale normale, qu'il n'a pas encore pris des immunosuppresseurs, dans ce cas, il y a une forte suspicion de GEM primitif, on ne fait pas de biopsie et on traite. Maintenant, si le patient a déjà eu un traitement immunosuppresseur ou je prévois de mettre un traitement immunosuppresseur, dans ce cas, il faut faire la biopsie rénale pour avoir au moins une idée sur l'interstitium, sur les effets secondaires des immunosuppresseurs. Maintenant, si je suis devant un tableau clinique particulier, par exemple une dégression rapide de la fonction rénale, un bilan immunologique positif, une réponse pas tout à fait satisfaisante, ou une évolution pas tout à fait, c'est-à-dire pas comme je l'attends, sous immunosuppresseur, sous traitement spécifique, ou bien une diminution des PLA2R, les anticorps anti-PLA2R, alors que le syndrome néphrotique est toujours présent. Dans ce cas, je dois aller faire la biopsie. Dans ce dernier cas de figure, on va le voir tout à l'heure. Donc, autrement dit, devant un patient de plus de 50 ans qui fait un syndrome néphrotique impur, on dose les PLA2R, on cherche les causes secondaires en même temps. Donc, si les PLA2R sont absents, dans ce cas, je dois faire une biopsie à la recherche de la pathologie initiale. Si les PLA2R sont présents, il y a une forte suspicion que ce soit une GEM primitif. Maintenant, si ce patient a une fonction rénale normale, il n'a jamais pris d'immunosuppresseur, là, je ne fais pas de biopsie, je suis pratiquement sûre que c'est une GEM primitif. Si le patient a déjà eu un traitement immunosuppresseur, il faut vraiment faire une biopsie pour évaluer le pour et le contre et le choix plus judicieux du traitement immunosuppresseur, d'un autre traitement immunosuppresseur. Maintenant, c'est au premier plan, mon patient présente un tableau clinique inquiétant, tel qu'une dégression rapide de la fonction rénale, ou bien un bilan immunologique positif associé, donc c'est une cause secondaire, ou bien une réponse qui ne me satisfait pas sous immunosuppresseur, ou bien au contraire, les PLA2R diminuent, mais le syndrome néphrotique, lui, ne diminue pas. Dans ce cas, il y a des suspicions autres, on va voir tout à l'heure, et dans ce cas, il faut faire la ponction biopsie rénale. Il faut que j'attire votre attention que PLA2R absent ne veut pas dire que c'est pas une GEM primitive, ou bien au contraire. Elle peut évoluer et ces anticorps-là vont devenir positifs plus tard. C'est pour ça qu'il y a tout un programme de surveillance et de mesure de ces anticorps-là. Autre chose, lorsque on a un syndrome néphrotique impur avec un PLA2R absent, ça ne veut pas dire que c'est une GEM secondaire ou bien c'est pas une GEM primitive, puisqu'il y a d'autres anticorps qui peuvent être retrouvés dans les GEM primitifs. Donc, autrement dit, lorsque le PLA2R est là présent, il y a une forte suspicion que la GEM est primitive.
Maintenant, lorsqu'il est absent, il n'a pas vraiment une grande valeur diagnostique. C'est soit une GEM primitive avec PLA2R qui vont se positiver plus tard, ou bien c'est une GEM primitive associée à d'autres anticorps que le PLA2R. On va voir tout de suite ces autres anticorps, en sachant qu'on en a parlé longuement dans le cours d'actualité physiopathologique de la GEM. Alors, c'est PLA2R qu'on va doser. Attention, attention, ce n'est pas n'importe quel laboratoire qui va vous donner un résultat pertinent, puisqu'il y a plusieurs types de bilans pour la détection de ces PLA2R et du plus sensible au moins sensible. Donc, the Western Blot, il n'existe pas dans les laboratoires usuel. Donc c'est un test extrêmement sensible, mais malheureusement c'est dans le domaine de la recherche, c'est pas encore généralisé au laboratoire habituel. L'immunofluorescence est un test sensible. Il est vraiment intéressant et lorsque c'est positif, c'est positif. Lorsque l'immunofluorescence vous dit voilà, détection positive, donc c'est positif, il ne faut pas aller chercher midi à 14h. C'est positif. Maintenant, l'ELISA, c'est ce qu'on a le plus souvent en Algérie en tout cas. C'est un test qui est le moins sensible. Dans ce cas, il faut faire très attention les amis. Ce n'est pas positif que lorsque c'est supérieur à 14 RU par millilitre. C'est-à-dire c'est 14 la limite où le laboratoire va vous répondre que c'est positif. Par contre, si les résultats sont entre 2 et 14, dans ce cas, il faut refaire l'ELISA. Refaire parce qu'on peut avoir des dosages positifs plus tard. Donc, lorsque c'est inférieur à 2, on est presque sûr que c'est négatif. Lorsque c'est entre 2 et 14, il faut le refaire, en moins 15 jours après. Et lorsqu'il est supérieur à 14, c'est bon, on sait que c'est positif. Donc, souvenez-vous, ce qu'on a en Algérie comme test PLA2R, il faut vraiment les lire correctement et savoir les interpréter. Maintenant, comme je vous ai dit, avoir un anti-PLA2R à titre significatif, que ce soit par ELISA ou immunofluorescence, ça a une grande valeur positive. Lorsqu'il est positif, on a vraiment une haute probabilité que ce soit une GEM primitive. Néanmoins, il faut toujours exclure les causes secondaires, que ce soit infectieuses ou malignes ou autres maladies auto-immunes. Parce qu'on va voir tout à l'heure que ça peut être associé à ces pathologies-là. C'est-à-dire que les anti-PLA2R peuvent être positifs dans des causes secondaires telles que l'hépatite, les maladies auto-immunes et certains cancers. Donc faites très attention. Bien sûr, dans des très rares cas. Qu'est-ce qui va nous pousser à dire que c'est une GEM primitive avec anticorps anti-PLA2R positif? Ce qui va vraiment nous consolider dans ce diagnostic, c'est le fait que le complément est normal. Lorsqu'on a l'association entre anti-PLA2R positif supérieur à 14 en ELISA, et qu'on a un dosage de complément normal, ici on est à 100% sûr que c'est une GEM primitive. Sinon, si le complément n'est pas normal, il faut vraiment aller chercher dans l'hépatite, dans les tumeurs, etc. Il faut toujours, en fait, la première étape, c'est éliminer les causes secondaires. C'est très important. Donc, ce tableau va résumer ce qu'on a actuellement comme anticorps associés à la GEM primitive. Déjà, le PLA2R, on le connaît tous. Et le THSD7A, qui est quand même retrouvé dans 10% des GEM primitives PLA2R négatifs. Donc PLA2R est retrouvé dans 70 à 80% des GEM primitifs. Le THSD7A dans 10% des patients avec GEM primitifs. Et le NEL est retrouvé dans 4 à 16% des GEM qui sont négatifs au PLA2R et au THSD7 négatif. Maintenant, il faut aussi retenir ce qui est perturbant dans la GEM, c'est que PLA2R, certes, est fortement associé à une GEM primitive, mais les autres anticorps peuvent être retrouvés dans d'autres pathologies qui sont associées à une GEM secondaire. Regardez ici, le THCD7A est associé au cancer. Le NEL est associé aussi au cancer.
l'EXT1 et EXT2, bon, ils sont très rares, mais ils sont associés aux maladies auto-immunes. Le CMAD3B est associé au GEM pédiatrique. Donc, il faut vraiment faire la part des choses. Je vous conseille vivement de faire les PLA2R, le complément et la recherche des causes secondaires en même temps. Comme ça, vous allez avoir une conclusion assez rapide de l'état de votre patient. Quelque chose qui est vraiment, vraiment intéressant, il faut savoir que des personnes, des patients ayant eu un GEM primitif avec PLA2R positif, complément normal, ont développé après plusieurs années, 5 à 10 ans après la GEM primitive, un cancer. Donc, c'est pertinent, c'est troublant. Il faut toujours prendre la GEM avec des pincettes. Pour moi, elle est secondaire jusqu'à preuve du contraire. Donc au total, devant un syndrome néphrotique impur chez un adulte, on va faire l'exploration toutes les causes secondaires, qu'elles soient auto-immunes, malignes, infectieuses, et on va, bien sûr la sarcoïdose aussi, et on va doser les PLA2R et le complément. Lorsque c'est une GEM secondaire, on va traiter la cause secondaire. Lorsque la GEM est primitive, dans ce cas, on va traiter la GEM primitive, en sachant qu'il y a certaines GEM primitives négatives au PLA2R, parce qu'il y a d'autres anticorps qui peuvent être associés à la GEM primitive qu'on a vu tout à l'heure. Donc on va suivre le protocole comme les consignes du CADICO, selon la présence ou non de PLA2R, on va indiquer ou non une biopsie, ou bien on va prendre le diagnostic de GEM primitif tel quel dès le départ. Maintenant, une fois qu'on a posé le diagnostic d'une GEM primitive, qu'est-ce qu'on va faire exactement? Avant de commencer toute proposition thérapeutique, il faut que je classe mon patient selon son risque. Alors, il y a les GEM primitifs à risque bas, à risque moyen, à risque élevé et à risque très élevé. Bien sûr, risque d'évoluer méchamment. Qu'est-ce que ça veut dire un patient classé à bas risque? C'est un patient qui arrive avec une fonction rénale normale, avec une protéinurie certes, mais elle n'est pas néphrotique, donc protéinurie inférieure à 3,5 grammes par jour et albuminémie supérieure à 30, ou bien lorsque ce patient arrive avec un syndrome néphrotique, je lui donne des IEC et des ARA2, il répond. Il y a une diminution de plus de 50% de sa protéinurie après 6 mois de traitement. Dans ce cas, je dis que mon patient répond correctement au traitement conservateur, il est classé à bas risque. Lorsque mon patient arrive avec un syndrome néphrotique, cette fois-ci, et une fonction rénale normale, et qu'après un traitement IEC-ARA2, il n'a pas diminué sa protéinurie au-delà de 50%, c'est-à-dire de la moitié au moins au bout de 6 mois de traitement IEC-ARA2, ici, je vais dire qu'il est à risque modéré. Qu'est-ce que ça veut dire haut risque? Déjà, haut risque, vous allez remarquer qu'ici, la différence, c'est qu'il vient déjà avec une insuffisance rénale. Donc, autrement dit, mon patient avec un syndrome néphrotique ou avec une protéinurie et chez lequel le diagnostic d'une GEM primitive est posé. Si la fonction rénale est normale, je vais commencer par un traitement IEC-ARA2 pour 6 mois. S'il répond bien, il est classé à bas risque. S'il répond moyennement, c'est-à-dire la protéinurie n'est pas diminuée de plus de 50% au bout de 6 mois de traitement IEC-ARA2, ici je vais le classer risque modéré. Par contre, s'il arrive déjà avec une fonction rénale inférieure à 60 ml par minute par 1,73 m de surface corporelle, déjà tout de suite, je le classe à haut risque. Donc, haut risque vous dire un syndrome néphrotique profond au-delà de 8 grammes sur une durée de 6 mois, avec ou sans insuffisance rénale, déjà, c'est-à-dire
si le patient arrive d'ores et déjà avec une insuffisance rénale et avec un syndrome néphrotique extrêmement profond, 8 grammes, là, le malade, même si je lui donne des IEC-ARA2, il ne va pas répondre. Je le classe tout de suite en haut risque. Ou bien, dans la situation où il est à fonction rénale normale, protéinurie toujours néphrotique, avec une mauvaise diminution de la protéinurie au-delà de 6 mois. Vous voyez, ici, c'est la définition de moyen risque. Mais regardez qu'est-ce qui est associé, absolument associé. Donc, c'est associé à un sérum albumine inférieur à 25 grammes par litre, c'est-à-dire c'est un syndrome néphrotique profond quand même. Que les PLA2R sont extrêmement positifs, supérieurs à 50. Ici, c'est à haut risque, c'est-à-dire même s'il a les caractéristiques cliniques de moyen risque, mais il a un sérum d'albumine, enfin albuminémie basse, inférieure à 25 grammes par litre, ou PLA2R très très élevé, ici je le classe d'emblée high risk. Il y a d'autres caractéristiques qui classent d'emblée un moyen risque vers le haut risque, mais on les a pas, tels que le dosage des alpha-1 microglobulines urinaires, là on l'a pas, les dosages des immunoglobulines IgG urinaires, les bêta-2 microglobulines, là c'est vraiment, ça n'existe pas en Algérie, donc on va se limiter à l'albuminémie et au taux de PLA2R. Donc autrement dit, récapitulant, parce que c'est très important cette classification, c'est elle qui va déterminer mon traitement. Si mon patient arrive avec une protéinurie non néphrotique et une fonction rénale normale, ou bien s'il vient avec un syndrome néphrotique et a fonction rénale normale, ici tout de suite je vais proposer les IEC et les ARA2. Donc s'il évolue favorablement, il est classé bas risque. S'il évolue moyennement, c'est-à-dire qu'il ne diminue pas de moitié sa protéinurie après 6 mois de traitement, là je vais dire qu'il est à moyen risque. Si mon patient vient d'emblée avec une insuffisance rénale ou bien une protéinurie supérieure à 8 grammes par jour, ici je vais dire c'est un gros risque. Il risque de compliquer, il risque de faire des complications de syndrome néphrotique. Ou bien il a les caractéristiques de moyen risque auxquelles s'associe un albuminémie inférieure à 25 grammes par litre, même s'il diminue de moitié. Même s'il diminue... c'est-à-dire la diminution il y a une diminution de la protéinurie dans les 6 mois. Là, je le classe à haut risque. Et parce qu'il risque de compliquer, son syndrome néphrotique risque de compliquer avec ce taux d'albumine, ou bien PLA2R très élevé, supérieur à 50, ici c'est méchant. C'est-à-dire que c'est une GEM qui est vraiment active, qui est vraiment méchante. Les autres caractéristiques pour le high risk, on ne l'a pas en Algérie, mais bon, vous pouvez les apprendre. On ne sait jamais dans l'avenir, on peut avoir ces bilans. Alors, quand est-ce que je classe mon patient very high risk? C'est-à-dire, il est vraiment dans un état chaotique, c'est qu'il vient d'emblée avec des complications de syndrome néphrotique, une thrombose, un problème. En tout cas, il vient avec une complication de syndrome néphrotique, ou bien il présente une dégradation rapide de la fonction rénale, non expliquée par autre chose. Donc ici, vous voyez que quand on classe un patient, déjà on le classe par rapport à plusieurs critères. La fonction rénale, la protéinurie, la réponse ou non aux IEC et ARA2. Donc c'est très important de retenir cette classification qui est très importante pour la décision thérapeutique. Maintenant c'est bon, j'ai classé mon patient low risk, moderate risk, high risk and very high risk. Lorsqu'il est à bas risque, ici, il a répondu aux IEC ARA2, on continue. Je continue à traiter mon patient avec IEC-ARA2. Je vais surveiller mon patient chaque mois, sa protéinurie, son taux d'albumine, sa réponse, etc. Pourvu qu'il ne complique pas. Maintenant, si c'est un risque modéré, ici, il faut faire la part des choses. Est-ce que c'est une protéinurie inférieure à 1 gramme, supérieure à 1 gramme? Là, la décision est différente. Maintenant, si la protéinurie est inférieure à 1 gramme, je vais regarder, je vais voir et j'attends. Je surveille comme un low risk. Maintenant, s'il est supérieur à 1 gramme, je vais proposer soit le rituximab, soit les inhibiteurs de la calcinurine associés au glucocorticoïde. On va voir les doses précises, mais en tout cas, retenez. Soit rituximab, soit inhibiteur de la calcinurine plus corticoïde. Si mon patient est à high risk, là, je vais proposer ici en premier lieu le rituximab,
ou bien cyclophosphamide plus corticoïde, le schéma cyclophosphamide plus corticoïde, ou bien les inhibiteurs de la calcinurine plus rituximab. Donc, low risk, rien. IEC, ARA2, mesures de soutien, régime, etc. Et je surveille. Modérate risque, si j'arrive à avoir une protéinurie inférieure à 1 gramme, ok, j'attends, je surveille. Si c'est supérieur à 1 gramme, je propose en premier lieu le rituximab. Alors pourquoi le rituximab et pas forcément les calcinurines, les inhibiteurs de la calcinurine plus corticoïde? Parce que la rémission avec le rituximab est meilleure qu'avec les calcinurines. Si le patient est classé high risk, je vais proposer le rituximab ou bien le cyclophosphamide plus corticoïde. Ici, ces deux schémas ont les mêmes résultats, pratiquement les mêmes résultats. Selon le patient, s'il a une volonté de grossesse, volonté de procréer, etc. Donc, on va faire la part des choses entre les deux. Ou bien, on propose en dernier lieu les calcinurines et les inhibiteurs de calcinurine et le rituximab, plus le rituximab. Donc, retenez que le premier choix pour moderate risk and high risk, c'est le rituximab. Pour le high risk, c'est rituximab plus le schéma de Ponticelli, autrement dit, cyclophosphamide plus corticoïde. Et pour le very high risk, on va sortir les grandes armes, c'est le schéma de Ponticelli, cyclophosphamide plus corticoïde. Donc, soit je ne fais rien lorsque c'est à bas risque. Lorsque c'est à risque modéré, je propose le rituximab. Lorsque c'est à haut risque, c'est soit le rituximab, soit le schéma de Ponticelli. Maintenant, si c'est à very high risk, c'est le schéma de Ponticelli. Alors, les doses. Qu'est-ce qu'on va proposer comme dose? On a le schéma de Ponticelli, le cyclique, le cyclophosphamide cyclique. C'est pas en continu. Donc, on va faire des bolus de corticoïdes de 1 gramme sur 3 jours successifs. Le premier mois, 3e mois et le 5e mois. Avec un relais dans ces mois-là, c'est-à-dire dans un mois, les 3 premiers jours, on va faire les bolus et le reste du mois, on va faire un relais par os corticoïde, 0,5 mg kg par jour pour finir le premier mois, finir le 3e mois et finir le 5e mois. Alors, entre les deux, le premier mois c'est corticoïde, bolus puis relais par os. Le deuxième mois, je vais proposer la cyclophosphamide orale, 2,5 mg kg par jour. Troisième mois, je reprends les corticoïdes avec les bolus et le relais par os. Le 4e mois, je reprends le cyclophosphamide, 2,5 mg kg jour. Et le 5e mois, ce sera les corticoïdes. Le 6e, c'est alterné, cyclophosphamide, corticoïdes. On peut aussi utiliser le schéma continu. Donc, on va faire les bolus de corticoïdes 1 gramme sur 3 jours. Le premier, le 3e et le 5e mois, avec un relais par os de corticoïdes 0,5 mg kg par jour du premier mois jusqu'à 6 mois. C'est-à-dire, on va faire en continu le relais corticoïde. On ne va pas arrêter, par exemple, le 2e mois lorsqu'on va donner la cyclophosphamide. Et puis, on va dégraisser après. Le cyclophosphamide 1,5. Donc, on va diminuer la dose, milligramme kilo jour, tout au long des 6 mois. Donc, on va donner prédnisone cyclophosphamide orale pendant 6 mois en continu et ponctuellement, on va donner les bolus de corticoïdes 3 jours le premier mois, 3 jours le 3e mois et 3 jours le 5e mois. Et voilà, donc c'est en continu. Alors, je précise que les CADICO proposent cyclophosphamide orale. Ils ne parlent pas de cyclophosphamide injectable. Regardez ici très bien. Le schéma de rituximab, c'est un schéma habituel. C'est le 1 g de rituximab à 14 jours d'intervalle. Donc 2 grammes au total. Ou rituximab 375 mg par mètre carré qu'il faut donner chaque semaine pendant un mois. Donc 4 doses pendant chaque semaine pendant un mois. Donc ici, il précise l'importance de dosage des lymphocytes B. Maintenant, lorsqu'on les a, c'est bien. Lorsqu'on ne les a pas, c'est un peu compliqué. Autre possibilité, c'est d'utiliser les inhibiteurs de la calcinurine.
Donc, tacrolimus à dose habituelle 0,0501 mg kg jour avec dose résiduelle entre 3 et 8. Je vous ai dit, moi, pour toutes les glomérulonéphrite, je prends 5. Pour le tacrolimus, je prends 5. Comme ça, je ne m'embête pas avec tous ces intervalles. Et le traitement minimum, comme dans toutes les glomérulonéphrite, les inhibiteurs de la calcénurine, c'est minimum 1 an. La cyclosporine, dose habituelle, 3,5, c'est-à-dire entre 4 et 5, donc ils prennent une dose un peu plus basse que les doses qu'on prescrit généralement, donc 3,5 mg par kilo et par jour. Avec le dosage résiduel, je vous ai dit, moi, c'est 150 pour la cyclosporine. Et c'est toujours un traitement de minimum 1 an. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai mis un traitement, que ce soit le rituximab, Chimab-Botticelli, ou bien les inhibiteurs de calcénurine. Plus ou moins prédnisone. Là, quand on dit plus ou moins prédnisone, c'est les 0,15 mg kilo, la petite dose de corticoïdes. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est bon, j'ai mis mon patient selon un traitement, selon son risque, la classification de son risque. Alors, qu'est-ce que je vais faire plus tard? C'est tout simplement monitorage des PLA 2R, d'où l'importance de connaître la technique de dosage. Normalement, je devrais faire un dosage à 6 mois, c'est-à-dire à la fin du traitement. Mais certaines équipes le font beaucoup plus tôt, au 3e mois. Déjà, une réponse à 3 mois, ça va rassurer fortement le clinicien. Donc, dans le service, on fait selon la possibilité du patient, parce que ça coûte quand même cher. Donc, on le fait 3 mois lorsque le patient peut le faire. Sinon, on attend 6 mois. Donc, PLA2R, monitorage très, très, très important. Si ça disparaît, donc, c'est tant mieux, c'est une rémission. Donc, on n'ajoute rien. C'est ça le traitement de 6 mois et puis, bye bye. Maintenant, s'il y a toujours les PLA2R positifs à 6 mois, là, c'est compliqué. Il y a une persistance de l'activité de cette glomérulonéphrite et là, il faut consolider la thérapeutique. Et là, on va voir tout à l'heure les possibilités. Donc, quand on a PLA2R absent, c'est bon. On avait une GM primitive à PLA2R positif. Là, on arrive à une négativation après 6 mois de traitement. On est rassuré. Si on a utilisé le schéma rituximab, ben, on rajoute rien. Si on a utilisé le Ponticelli, on stoppe le Ponticelli. Si on a utilisé les inhibiteurs de la calcénurine, là, on va diminuer les doses. Il faut ne pas oublier que les anticalcénurines, il faut les maintenir 1 an. Si on les arrête, c'est relapsing. Hein. C'est une autre poussée. Donc, il faut diminuer au maximum, aller vers les doses les plus basses, diminuer les doses résiduelles au maximum. Donc, toucher les 3 nanogrammes par millilitre, plus ou moins le prédnisone pendant 1 année. Donc, il faut faire très, très, très attention à ce titre de négativation. Alors, il faut savoir quelle technique on va utiliser. Alors, pour dire en ELISA que c'est négatif, ça doit être inférieur à 2. Attention, attention, attention. Hein. Parce que dans l'ELISA, entre 2 et 14, pour eux, c'est normal. Non. Donc, c'est très, très, très important de déterminer cette rémission, cette fameuse réponse immunologique avec les patients qui étaient positifs au PLA2R, une GM positive. Donc, le fait que ça devienne négatif, ça signifie une très bonne réponse. Maintenant, parfois, on a des PLA2R qui sont négatifs. C'est tant mieux, mais le syndrome néphrotique est toujours là. Ah là là, ça c'est un problème. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une biopsie, parce que probablement, ce syndrome néphrotique ou cette protéinurie est secondaire à des lésions d'HSF, donc HSF de réduction. Et ça ne nécessite pas un traitement autre qu'un traitement IEC, ARA2 et une maintenance avec un régime, etc. Donc faites attention à ce cas de vécu. On ne va pas dire une résistance. On va d'abord faire la biopsie pour voir s'il n'y a pas une HSF secondaire à la réduction. Donc maintenant, si les PLA2R sont toujours présents, oula, là c'est pas bon. Le patient ne répond pas.
Donc, si c'était du rituximab, on va continuer avec le rituximab, un autre schéma de rituximab. On va renouveler le schéma rituximab. S'il était sous Ponticelli, on arrête le Ponticelli, on donne le rituximab, puisque Ponticelli, quand même, c'est lourd. S'il était sous inhibiteur de la calcinurine, ici, il faut diminuer les inhibiteurs de la calcinurine, diminuer au maximum, et ajouter le rituximab. Ou bien, schéma de Ponticelli. Alors, les inhibiteurs de calcinurine, il faut vraiment les manier avec prudence. Hein. Maintenant, les PLA2R sont présents, mais ils sont diminués quand même. Ils sont plus bas que le taux initial. Ici, si on était sur rituximab, on va encore rajouter un schéma de rituximab après 6 mois. Si c'était le Ponticelli, on va stopper le Ponticelli et voir l'évolution après. Donc, il faut aller vraiment doucement parce que le Ponticelli, quand même, c'est le schéma le plus lourd et celui qui donne le plus de réponses. Donc, on va arrêter. Là, c'est bon, on a fait les 6 mois de Ponticelli et on va surveiller. Si c'était les calcinurines, on va continuer les calcinurines pour 1 an avant de décider que c'est une résistance ou bien une non-réponse. Parce que je vous ai dit que le traitement des anticalcinurines doit être maintenu 1 an. C'est impératif, sinon ça sert à rien. Donc maintenant, c'est le patient qui ne répond pas. On n'arrive pas à répondre, j'arrive pas à répondre. Donc, c'est un schéma extrêmement, je trouve que c'est mieux expliqué que le schéma précédent. Si le patient était sous rituximab, je vais évaluer la fonction rénale. Est-ce qu'elle est normale ou pas? Si la fonction rénale est normale, je vais passer à un schéma de calcinurine, inhibiteur de calcinurine, donc je vais rajouter les inhibiteurs de la calcinurine au rituximab. Donc je vais renouveler le rituximab et mettre les inhibiteurs de calcinurine. S'il n'y a pas de réponse dans les 3 mois, là je vais aller au Ponticelli. Le Ponticelli, c'est dernier recours. Si la fonction rénale est basse, là je ne peux pas introduire des inhibiteurs de la calcinurine, donc je vais aller directement au Ponticelli. Maintenant, s'il était sous CNI et le débit de fonction rénale, c'est-à-dire la fonction rénale reste toujours stable, je vais proposer le rituximab. Et si ça ne répond pas au rituximab, je vais aller au cyclophosphamide. Si le débit de filtration diminue, là c'est toxique, donc il faut aller directement vers le schéma Ponticelli le plus fort. Maintenant, s'il était sous Ponticelli, ça c'est vraiment catastrophique, et si la fonction est toujours stable, on va tenter le rituximab. Si la fonction est basse, là on retente un Ponticelli. Et là si ça résiste, c'est-à-dire il faut aller voir un expert, il faut voir qu'est-ce qui se passe. C'est un patient qui a très très peu de chances de répondre après. C'est bon, s'il ne répond pas au Ponticelli, oh là là, c'est-à-dire qu'on est mal barré. Donc voilà, si le patient résiste à ce schéma-là, à cette stratégie-là, déjà au moins qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller doser les lymphocytes B, ils vont doser les IgG, le taux des IgG, la leucopénie, etc. pour s'assurer que le patient a pris son traitement, déjà. Avant de déclarer que c'est complètement, qu'il n'a plus aucune chance. Parce que parfois les patients ne sont pas très sur la prescription médicamenteuse. Sont pas très, c'est-à-dire il n'y a pas l'observance thérapeutique chez certains patients. Et si voilà, on est sûr que notre patient a pris son traitement et il ne répond pas, là il faut qu'il passe vers un centre expérimental pour utiliser toutes les thérapies qui ne sont pas encore validées. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les patients qui ont répondu? Mais au bout de quelques années, ils refont une autre GM, un autre syndrome néphrotique. Il faut être raisonnable. S'il répond au rituximab, on refait le rituximab et on évalue comme ça a été, pour le premier épisode. Donc on va doser les PLA2R, etc. Et on va voir avec. Maintenant, si son premier traitement était les calcinurines, les inhibiteurs de calcinurine plus prédnisone, on va retenter le rituximab, ou bien on va
associer le rituximab aux inhibiteurs de calcinurine. Franchement, les inhibiteurs de calcinurine, moi, dans la GM, j'aime pas. C'est soit Ponticelli, soit rituximab. Il y a, franchement, même vu c'est-à-dire l'importance des récidives et des non-réponses avec les inhibiteurs de calcinurine, je ne vois pas vraiment pourquoi ils sont toujours dans les CADIGO 2021. Si un patient a reçu dès le départ, c'est-à-dire qu'il a été classé high risk ou very high risk avec le schéma de Ponticelli, ici on refait le schéma de Ponticelli. On peut proposer le rituximab si il y a des complications le patient ne supporte pas, parce que bon, il faut savoir que le cyclophosphamide paros, quand même, il est très 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 toxique. Et au cas échéant, on peut proposer les calcinurines, s'il n'y a pas le rituximab ou s'il y a une contre-indication au cyclophosphamide paros. Voilà, j'espère que j'ai bien résumé ce traitement très compliqué de la GEM primitive. Retenez toujours que devant un syndrome néphrotique impur chez l'adulte, on fait une exploration de toutes les causes secondaires possibles, que ce soit infectieuse, auto-immune, cancéreuse. On fait en même temps le dosage du complément et de PLA2R. Si on a la chance de faire les autres dosages, tant mieux. Mais si on n'a pas la chance, Allah alam. Donc, si PLA2R est négatif, là, je dois faire une biopsie. C'est soit une primitive avec des anticorps autres que le PLA2R, soit c'est une autre pathologie, puisque la secondaire, on a éliminé clinique. Si les PLA2R sont positifs, ici, si y a pas on prévoit pas sur ce premier épisode, il n'a pas eu un traitement immunosuppresseur, je ne fais pas de biopsie. Maintenant, si c'est son deuxième épisode, il a eu déjà un traitement immunosuppresseur, je refais la biopsie quand même pour évaluer la fibrose interstitielle et est-ce que je peux vraiment donner tous les traitements dont je dispose. Et voilà, donc à fur et à mesure, faut pas oublier que le dosage de PLA2R, surtout chez les GM qui étaient positifs à cet anticorps, est très très important. Ce monitorage est très important. Il faut avoir une idée précise de la technique de dosage pour pouvoir interpréter correctement. Parce que vous avez vu, ça, en fait, ça oriente toute notre conduite thérapeutique. À mon sens, lorsque c'est à bas risque, IEC ARA2. Lorsque c'est un moyen risque, lorsque la protéinurie est inférieure à 1 gramme, faut pas tenter le diable. Continuez avec les moyens IEC ARA2 et régime, etc. Si c'est supérieur à 1 gramme, je peux proposer le rituximab. Si c'est à haut risque, ici, je propose le rituximab ou bien le Ponticelli. Si c'est à very high risk, à très haut risque, là, c'est le Ponticelli. Les anticalcinurines, franchement, à mon sens, à mon humble avis, je ne vois pas leur intérêt dans la GEM. Vu que toutes les études démontrent qu'ils ont un énorme taux de rechute, et en plus, je dois les maintenir 1 an, ils sont toxiques. Donc il vaut mieux aller doucement avec les deux thérapeutiques. Heureusement en Algérie, ça existe, on a les deux. Le cyclophosphamide PEROS, c'est ce qui est décrit, mais on peut utiliser le cyclophosphamide IV avec un schéma alterné. Au lieu d'utiliser l'oral, on peut utiliser les bolus d'endoxan. Et comme ça, on fait une petite alternative à ce schéma de Ponticelli avec les moyens de bord. Donc, on fait les bolus de corticoïdes relais PAROS et les mois alternés, c'est-à-dire le deuxième, le quatrième et le 6e, on va faire des bolus de cyclophosphamide au lieu de faire le traitement PAROS. Voilà, je vous ai donné ce qui est actuellement connu et reconnu comme traitement de la GM, avec les adaptations à ce qui est disponible en Algérie. Voilà, il faut les suivre, comme ça on pourra dire qu'on est à jour dans le traitement de nos patients. Et à la prochaine, Inch'Allah.